Bonjour Anthony, Bonjour Lionel. merci d'avoir accepté ce rendez-vous du Club Lamartine qui est diffusé en vidéo sur YouTube et en podcast sur Deezer, Spotify et Apple Podcast. Anthony Misil, tu es un brillant directeur artistique, producteur de disques et tu viens il y a quelques mois créer une marque d'alcool et tu vas travailler pour les Jeux Olympiques. Grande classe. Bravo Anthony. Merci Lionel, bien répondu. Alors, c'était un invité prestigieux hein, quand même dans ton histoire de directeur artistique. Alors, comment tu as commencé ta carrière? Alors, c'est une longue histoire parce que c'est pas vraiment un long fleuve tranquille, parce que, comme tu le sais, on s'est connus à l'époque de l'enfer Un et peu avant même, mais à l'époque de même l'enfer. avant, effectivement, et c'était à l'époque des soirées GIGN, C'est ça. exactement. Et donc voilà, à l'époque, c'était un petit peu tiraillé entre ma passion pour la musique et pour les arts en général et la raison dictée par la bienveillance parentale, tu vois, qui m'ont un peu poussé à faire des études. Donc voilà, je m'y suis plié de bonne grâce. Et donc moi, j'ai un parcours en droit des affaires et en fiscalité. J'ai ensuite travaillé en département fusion-acquisition de la banque d'affaires Rothschild et compagnie, pour ensuite devenir analyste économique à l'Européenne de travaux ferroviaires, puis secrétaire général des voies ferrées de France. Et à 30 ans, j'ai bien compris que ça pouvait pas durer très longtemps dans cette voie-là et j'avais vraiment besoin, j'étais vraiment passionné, j'avais besoin de m'épanouir, ce besoin de liberté un petit peu. Donc voilà, j'ai été rattrapé par ma passion. Et à 30 ans environ, ouais, je crois que c'était 2010, j'ai monté mon agence de création qui regroupait voilà, des talents dans des domaines artistiques adjacents. On faisait aussi bien du branding que de la publicité, du design, photo, vidéo. Et voilà, les choses avec le bouche à oreille sont allées assez vite. Et j'ai commencé voilà, comme directeur artistique à cette époque-là pour voilà, lancer 2 ans plus tard le label. Ok. Alors, pour revenir, parce qu'on vient de citer un nom qui est prestigieux, en tout cas, c'est peut-être pas dans comme on l'a créé, on l'imaginait à l'époque, le GIGN. Est-ce que Ouais, à la source, parce que les gens, ils vont entendre GIGN, ils vont peut-être ouais, pas peut-être comprendre. exactement, t'as Un raison. groupe d'intervention généralement nul. Tu peux C'est resituer ça. un peu l'histoire et le contexte de tes premières et moi aussi, en quelque sorte, première soirée, on va dire. Oui, ben, c'était un petit peu, si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises, un peu inspiré du Cacas Club de Bec BD, ce qui se passait un petit peu à Paris. Et voilà, on a eu envie, on était quoi, 10, 15 potes, avec chacun nos réseaux sur Dijon, et on s'est dit pourquoi finalement ne pas mutualiser nos carnets d'adresses et faire une soirée un petit peu, voilà, une soirée de potes où chacun finalement inviterait son réseau personnel et on ferait enfin voilà, des soirées sur invitation exclusivement avec voilà cette volonté un petit peu de se lâcher, un petit peu ce côté très très libre et passionné de musique. Et on a commencé nos premières soirées à l'Atmosphère, c'est ça, rue Audran, à C'est Dijon. ça, ça a été groupe d'intervention généralement nul, Généralement nul, un mélange exactement. des nuls Ouais, c'était les nuls aussi, ouais, très inspiré par et, euh, ce que faisaient et les nuls. Darbisson pour lunettes noires pour nuit blanche. Exactement. Voilà, c'était un peu l'inspiration de l'époque, ouais. C'était Oui, oui, c'était les deux grosses émissions de l'époque. Et qu'est-ce que exactement. tu en as aujourd'hui? T'es un peu plus jeune que moi, Ouais, de quelques années peut-être. T'avais quel âge peut-être à l'époque? j'étais au lycée, donc ouais, j'avais dans 17 ans environ. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Est-ce que de tes premières soirées, peut-être des jeunes ou des moins jeunes vont regarder, écouter cette émission? Euh, Qu'est-ce que tu en as appris en tant que jeune? Première aventure, première organisation, on peut pas appeler ça une entreprise, mais en tout cas entrepreneuriat, on Ouais. va dire. Et qu'est-ce que tu en as tiré de tout jeune de créer ça, par exemple? Bah, j'ai adoré, ça a été un premier pied véritablement justement dans ce côté artistique et déjà à l'époque, on était un petit peu à la croisée des chemins en fait dans différentes disciplines. Je me souviens que on travaillait énormément les décorations.
On jouait sur les flyers, on avait un fanzine aussi. Donc, il y avait déjà une volonté un petit peu de toucher à différents domaines artistiques. Et ça a été pour moi ouais, comme une vocation finalement, parce que je me souviens on faisait des vidéos sur les événements, enfin, il y avait plein de choses et on travaillait déjà avec pas mal d'artistes de la région. Et donc, ça a été une sorte de révélation pour moi et ça m'a permis aussi de débarquer à l'enfer parce que finalement, c'est face au succès rencontré qui a un petit peu dépassé, qui nous a tous surpris. Parce qu'au départ, c'était, comme je le disais, c'était vraiment un projet de potes et on n'y Oui. arrivait à rien. C'était pour plus un jeu qu'autre chose, quoi. On voulait s'amuser. Et je me souviens de l'engouement à l'époque, c'était assez fou, quoi. Ça a dépassé toutes nos espérances parce que je me souviens des longues queues, c'était assez incroyable, quoi. Donc, on avait tous été surpris. Et ce qui fait que face au succès, l'Enfer nous a proposé d'organiser, de déplacer les événements chez eux. Et donc voilà, ça a été rien que ça aussi, ça a été un moment clé parce que ça m'a permis de débarquer à l'Enfer et de rencontrer Rodolphe Dupuis avec lequel justement j'ai organisé les premières soirées house de l'Enfer. Effectivement, et effectivement, c'est à titre perso aussi, c'est quelque chose qui m'a permis Je connaissais Tonio, le DJ de l'Enfer, et j'ai commencé à travailler à l'Enfer aussi grâce à ces événements, effectivement. Alors, effectivement, tu organises tes premières soirées à l'Enfer, soirée house, Exactement. avec Eric Candy, DJ malheureusement qui est parti à la même époque, qui est Malheureusement. d'une maladie, euh, qui était DJ du Palace. DJ du Palace et des soirées de Martine Meyer, des Et des soirées soirées de de Martine Meyer, ménagerie, qui était effectivement, notre marraine d'ailleurs à l'époque. qui était une soirée phare à Paris. Ah, c'était ouais, c'était vraiment ouais, c'était quelqu'un. Ouais. Et alors là, de mes souvenirs, c'est qu'on commence à découvrir l'Anthony Misil. Le côté DA, côté Ouais, graphisme et tout ça. Alors, comment décoration, c'est c'est les effectivement. regards que moi je porte sur toi, mais est-ce que toi, comment tu avances dans cette aventure et dans cette création de découverte de toi-même, peut-être? Exactement. Bah, c'est vrai que moi, je venais d'une famille plutôt, voilà, bon, beaucoup de médecins, de dentistes et tout ça, donc j'étais un petit peu conditionné. Il fallait que je reprenne le cabinet paternel. Mais ouais, il y avait quelque chose en moi qui était clairement, de par cette hypersensibilité et cette attirance pour vraiment les domaines artistiques, j'étais très attiré par tout ce qui était mode, par tout ce qui était musique, par le design, par toutes ces disciplines-là, mais sans avoir vraiment de connaissance du milieu. Donc, je me sentais très attiré par tout ça, sans avoir moi-même, j'avais pas de coup de crayon, j'avais pas enfin, de talent qui ressortait parmi les autres, et c'était plus un regard et une approche voilà, particulière pour tout ça. Donc, ça, comme tu dis, je me suis découvert moi-même. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, déjà, j'ai découvert la house enfin, grâce à Eric Candy, cette house new-yorkaise avec des artistes comme voilà, les Masters at Work, tout ça. Et déjà, ça a été une révélation déjà musicale. Et ensuite, je me suis rendu compte ce qui m'attirait énormément, plus que le côté, voilà, le côté soirée, mise en avant ou quoi que ce soit. Je passais d'ailleurs à l'époque plus de temps finalement dans la cabine DJ à échanger, à regarder, à suivre tout ça, que vraiment à faire du public relation dans ces soirées-là. Et c'était tout l'environnement que j'adorais, c'est-à-dire aussi bien le travail sur les flyers, je ne sais pas si tu te souviens, mais Oui, bien sûr, bien sûr. voilà, un soin tout particulier justement Bien sûr. à la création des flyers, à la création des décorations, tout ça. Et c'est ce qui m'a vraiment plu. C'est cette vision un petit peu à 360 degrés qui a été finalement le détonateur un petit peu de la suite de ma carrière parce que voilà, ça s'est prolongé après avec la création de l'agence. On va en parler tout à l'heure, mais voilà, en tout cas, ça a été les prémices de ce qui a été ma carrière par la suite, sans le savoir, puisque comme je te le disais à l'époque, j'étais encore dans mes études Oui, et je n'ai pas vocation forcément à en faire mon métier, quoi. Je me dirigeais plus vers, voilà, dans un premier temps, la chirurgie dentaire, ensuite dans le droit, mais en sachant très bien que de toute façon, ce qui me faisait vibrer, c'était plus, voilà, la musique et la création en général. effectivement, l'enfer de Dijon, parce qu'il y avait l'enfer de Paris, donc on va Oui, repréciser à Dijon.
Et était un club techno et toi, tu y faisais la soirée house le quatrième vendredi Quatrième du mois. vendredi de chaque mois, ouais, c'est ça. Le quatrième vendredi de chaque mois. Et qu'est-ce que tu retiens de cette époque de l'enfer, de, ouais, de cette époque? Qu'est-ce que tu en retires, toi? Moi, j'ai adoré cette époque. J'ai adoré parce que c'est pas juste de la nostalgie tu vois, de nos jeunes années, mais c'était vraiment Ça pourrait. déjà voilà, la découverte de la musique électronique, où vraiment, déjà, j'ai toujours été passionné de musique, c'est-à-dire que même, je me souviens, en primaire, au collège, j'avais tendance à, voilà, passer la musique, les premières booms de mes potes, tout ça. Donc, j'ai toujours eu une attirance particulière pour la musique et une relation spéciale avec ça. Et j'étais plus disco, funk à cette époque-là, et jusqu'à la découverte de la house avec Eric Andy et de la techno avec Laurent Garnier. Mais clairement plus attiré par les choses soulful, les choses garage un petit peu. Donc ça s'est fait naturellement. Et Fred Dumély, étant lui-même passionné de cette musique-là, nous a tout de suite donné carte blanche avec Rodolphe lorsqu'on a eu le projet d'amener Eric Andy à l'enfer. Et voilà, ça a été une époque pour moi je sais pas, de grande liberté. On a un peu une époque bénie, quoi, où c'était, voilà. Alors, moi, j'y ai travaillé longtemps et alors, on va resituer les dates, hein, 94-95, les soirées. Même avant, je crois 93, si je me trompe Ouais, les pas, premiers pour soirées GIGN, les c'est premières. 93 et après, 93, après 94 pour les soirées. pour les soirées house. Effectivement, c'était une maison où on avait une grande liberté. Et ça, je ne cesse de répéter que la grande qualité de Fred, c'était de nous faire confiance et de dire, ben voilà, ta carte blanche et vas-y. Et tant que ça marche, quelque part, je m'en moque un peu. Totalement ça. Ouais, Ouais. ouais, c'était. Excuse-moi de te couper, mais c'est Non, ça, mais c'est vas-y. vraiment une approche de passionné. C'est-à-dire qu'il y a le chef d'entreprise et en même temps le passionné qui avec un vrai côté visionnaire pour le coup. Et parce que voilà, on connaît tous le démarrage avec Laurent Garnier, mais il n'y a pas beaucoup de chefs d'entreprise qui auraient pris ce risque-là à l'époque et qui auraient en plus donné sa chance. Parce que voilà, comme on le sait, les premières soirées ont été compliquées, en particulier la première. Donc, il fallait oser dire, on s'en fout, on y va, on continue et cette musique va s'imposer. C'était un sacré pari à l'époque. Et bravo Fred. Et c'est vrai Hmm. qu'après, il nous a tous donné notre chance. Voilà, il a su déceler en nous voilà, ce qu'on pouvait apporter au club. Et on s'est vraiment voilà, fait plaisir. On avait cette liberté qui faisait du bien. Effectivement, ça a été la grande opportunité qu'on a su saisir, que ce soit Tonio, toi, moi et d'autres. C'est cette liberté et d'en profiter certainement à son maximum et de créer tout ce qu'on avait envie de créer et créer. Et il nous a laissé, il a cru en nous. Et c'est bravo à nous parce que moi, j'avais 19 20 ans et Ouais, bah, je me souviens, t'as marqué pour le coup vraiment l'enfer, quoi. bah, merci. À travers tes bookings et voilà, t'as un flair incroyable aussi et une vraie fibre artistique parce que, enfin, t'as été, oui, un des pionniers et t'as été vraiment, enfin, voilà, t'as marqué l'histoire de ce club. Bah, J'oublie pas merci. Merci, tout ce qu'on Anthony. a fait. Après l'enfer, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu arrêtes? Alors ça, Ou... ouais, ça a continué quand même jusqu'à la fermeture avec, parce on a fini par les soirées Love and Happiness D'accord. donc on avait fait Martin Solveig. Ah, c'est toi qui fais Martin Solveig. Ok. Exactement, avec Michael Robinson en live. Ah, Et on devait prolonger. On avait prévu Grégory, DJ Grégory avec Salomé Desbaya et Bob Sinclair. Et malheureusement, voilà, l'histoire en a voulu autrement puisque le club a dû fermer ses portes. Donc on n'a pas pu faire les dernières soirées, mais en tout cas, voilà, de 93 à la fermeture, toujours eu quelques événements et j'ai continué, j'ai gardé ce lien avec l'enfer. hmm. Et par la suite, voilà, comme je l'ai dit en ouverture, il y a eu donc un parcours plus conventionnel
Mais voilà, clairement, j'ai senti très vite que c'était pas ma voie et que j'avais besoin d'autre chose pour m'épanouir. J'ai ce besoin, voilà, de rejoindre le milieu artistique. Et voilà, après mon parcours, après mon passage à la Fédération nationale des travaux publics. Là, il y a de la en- grosse création, là. Oui, après c'était voilà, c'était un joli poste pour mon âge. C'est vrai que Ouais, j'avais bureau sur les Champs-Élysées, enfin rue de Berry plus exactement, mais voilà, ouais, côté classe. Champs-Élysées. C'était, j'aurais pu me satisfaire de ça et continuer. J'avais voilà un bout de tout tracé. Mais clairement, j'avais besoin d'autre chose. J'avais besoin de vibrer. J'ai toujours gardé en plus des contacts avec les DJ, avec les milieux musicaux, les milieux créatifs, tout ça. Donc, j'ai toujours su que c'était vraiment ce que je voulais faire sans savoir exactement quel métier y faire. Deux, Parce trois que, comme je te allers-retours disais, à Ibiza. comment? Deux, trois allers-retours à Ibiza quand même. Oui, exactement. Première vacances à Ibiza, voilà, donc ça a permis, voilà, de continuer à développer ce réseau parmi les DJ, continuer à garder un contact avec cette musique. Et voilà, aux alentours de 30 ans, j'ai monté mon agence de création Ok. et en tant que directeur artistique. Voilà, donc là, j'ai su que finalement, j'avais plus un côté presque chef d'orchestre voilà, à imaginer des concepts pour répondre aux briefs des clients et ensuite, à charge pour moi de constituer les équipes en fonction des besoins. J'avais sous la main tout un pool d'artistes que j'avais sélectionné et en fonction des projets, de la spécificité de chaque projet, puisqu'on travaillait vraiment comme des artisans, c'est-à-dire que c'était à chaque fois une création pure en partant du brief et on démarrait de rien. Et il fallait concevoir, enfin répondre aux besoins du client. Oui, et là, pour préciser, là, à ce moment-là, tu interviens aussi bien sur la photo, c'est ça. C'est ça. Tu C'est-à-dire crées l'image, c'est ça? On est d'accord. exactement. Image et son, c'est-à-dire que je voulais pas choisir une discipline particulière, j'avais cette polyvalence, j'étais attiré voilà aussi bien par comme tu le disais voilà la photo, le design, j'ai eu la chance voilà de d'avoir la confiance du groupe Martini pour créer un de leurs établissements où je me suis occupé de toute la décoration intérieure, du design des meubles, tout ça. Donc, ça a été, j'ai jamais fait la même chose. C'est ce qui a été passionnant de cette aventure. Ça a été du sound design, ça a été, Une vraie voilà, signature. j'avais, oui, je pense qu'avec le temps, oui, développer, j'avais un univers qui était propre et même si voilà, le but, c'était de répondre aux besoins du client, il y a toujours, voilà, cette tendance naturelle, insuffler un peu son univers aussi, et on venait me chercher aussi pour ça. Oui, je me souviens très très bien de cette époque. On est au début des années 2000, c'est Oui, ça. exactement, c'est ça, ouais. Avec ces photos 2008, je crois. très 2008. épurées, plutôt dans le noir, si je me trompe Oui, beaucoup pas. de noir et blanc, Ouais, c'est effectivement. ça. Ouais, Et exactement. très très Je- belle. Merci, merci. Oui, non, j'ai eu la chance de croiser la route de très beaux artistes qui étaient des artistes tous en devenir. En plus, c'est ce qui était intéressant. Autant on a tendance à voir de plus en plus les mêmes artistes qui reviennent sur tous les projets dès qu'ils sont un petit peu tendance, on va dire. Moi, j'avais plus envie de donner la chance à des nouveaux artistes. Je trouve que c'était plus intéressant comme démarche. Et donc voilà, aussi bien dans la musique que dans le design, la photo, la vidéo, j'ai eu la chance de croiser la route voilà, de très bons artistes qui sont d'ailleurs devenus des amis et avec lesquels j'essaie de travailler encore régulièrement aujourd'hui. Et Ils donc sont là, tu interviens à ce moment-là avec cette passion de la musique et de l'image. exactement. Exactement. Je voulais pas choisir en fait, donc ça a été oui, les deux tout au long de ma carrière. Et là, tu es encore dans un métier classique, c'est le terme que je dis aussi pour moi-même, euh, où tu as déjà largué les amarres et dirigé exclusivement vers la communication, l'art et Exactement. Oui, j'ai vraiment tourné la page assez brutalement. C'est-à-dire que, comme je te le disais, à 30 ans, j'avais un petit peu, ça remet pas du tout, comment dire, c'est pas une remise en cause des bois dans lesquels je suis passé parce que j'ai passé de très très bons Hmm. moments et pour le coup, c'était une super expérience et qui m'a aussi permis de me construire. J'ai appris la rigueur, j'ai appris tout ça, donc je regrette pas ce passage-là, mais
En tout cas, voilà, clairement, c'était pas ma vocation, c'était pas ce qui me faisait vibrer. Et j'ai eu ce besoin, voilà, de tourner brutalement la page aux alentours de 30 ans pour me lancer enfin, parce que j'avais pas forcément eu, voilà, le courage. Et comme je te le disais, il y a aussi cette bienveillance parentale où on veut Hmm. un petit peu les arrières de ses enfants, c'est un petit peu normal. Surtout que moi, c'était une famille qui venait pas du tout de ses professions artistiques et comme au début, la musique électronique, tout ça, enfin, c'était vraiment Ouais, nouveau bien pour eux. sûr. Et je comprends un petit peu que ça leur ait fait peur. Donc, ils ont forcément, comme beaucoup de parents, et voilà, ils m'ont poussé un peu vers une voie plus traditionnelle. Mais j'ai été rappelé par ma passion, en fait. Alors aujourd'hui, ça serait vachement plus classique. Quelqu'un qui fait une rupture dans sa carrière professionnelle, ça serait plus classique. Dans ces C'est périodes-là, vrai. c'était quand même assez nouveau. D'accord avec Et quel regard portent tes parents à ce moment-là? Tiens, si je peux me permettre une question un peu plus bah, alors, personnelle. étonnamment, alors que finalement, j'ai longtemps repoussé cette échéance qui était un petit peu, enfin voilà, inéluctable, en ayant un petit peu peur justement de leur réaction. Et étonnamment, ils m'ont plutôt soutenu. Ils m'ont plutôt soutenu et à partir du moment où j'ai pris cette décision-là, ils étaient vraiment derrière moi et ils ont toujours cru en moi et vraiment, je les remercie pour ça. Parce que non, ils m'ont pas du tout mis les bâtons dans les roues finalement, Ils se sont malgré dit à tout. l'évidence que tu as un Oui, talent et que je pense qu'ils devaient aussi eux-mêmes quelque part bien se rendre compte que voilà, j'étais plus attiré par ça. Et donc voilà, à partir du moment où j'ai pris la décision et qu'ils ont compris que c'était, enfin voilà, que la décision était prise et que je me dirigeais clairement vers une nouvelle voie, ils étaient derrière moi, ils m'ont soutenu. Donc, alors il y a cette agence de communication, c'est le plus terme de que tu création, je utiliserais. dirais. Comment? Création, je dirais, parce que Création. ouais, parce que finalement, oui, de la communication, oui, c'était vraiment des projets créatifs, aussi bien beaucoup de design, du design d'objets pour des marques comme Grey Goose, et le VIP Room dans le cadre du Festival de Cannes. Il y a eu énormément de choses, donc assez variées, mais c'était plus, oui, dans la création. Je parlais tout à l'heure de l'établissement pour Martini, avec, voilà, je m'étais occupé, comme je te disais, pas des parements muraux, des meubles en eux-mêmes, tout ça. Donc, c'était vraiment, il y a toute la partie créative. Ouais, un vrai DA, quoi. Oui, exactement, ouais, dans des domaines Directeur vraiment artistique. très divers. Alors, et là, à quel moment tu crées Anto Ça a été Recording? 2 ans après, ouais, Anto Records, 2 ans après la création de l'agence. Ouais. C'était un développement un petit peu naturel parce que j'ai été beaucoup en contact avec des établissements sur Paris. J'ai bossé avec pas mal de palaces comme le Ritz, comme le Parc Hyatt Vendôme. Et j'ai senti un besoin en habillage sonore. Aujourd'hui, c'est assez commun avec les plateformes de streaming, tout ça. Hmm. Mais on n'avait pas encore ça à l'époque. Voilà, les établissements avaient ce besoin d'avoir une couleur musicale bien propre à eux. Et donc, voilà, en étant aux premières loges, en étant en contact avec les décideurs de ces établissements, en discutant avec eux, j'ai ressenti un vrai besoin. Et je me suis dit, voilà, il y avait quelque chose à faire dans ce domaine-là. Et ça pouvait en plus me permettre vraiment de rejoindre, de retrouver un petit peu ce domaine musical qui m'était cher. Et j'ai commencé à proposer voilà, des bandes sonores sur mesure pour ces établissements-là. Et je trouvais intéressant, je me suis dit, quitte à proposer des bandes sonores pour ces lieux-là, si en plus j'ai la possibilité d'y incorporer mes propres créations musicales, mes propres productions en tout cas, parce que je n'étais pas moi-même Ouais. musicien, mais en tout cas mes propres productions musicales, voilà, je trouvais ça super intéressant. Et là encore, en plus, l'opportunité avec le label de couvrir un peu le truc à 360 degrés, aussi bien à travers les pochettes de disques, où il y avait un vrai travail qui était fait. Pour le coup, à l'époque, on avait beaucoup de pochettes de vinyle noir avec simplement un bandeau autocollant dessus, avec le nom de l'artiste et le nom du track. Nous, on organisé des shootings avec. Je vous invite à retrouver sur Internet, par exemple, le projet que j'avais fait pour Yas avec Losing Control qu'on avait sorti chez Defected, Hmm. où vraiment on a organisé toute une scène un petit peu à la David Lachapelle, et donc, on poussait les choses assez loin, surtout pour une musique comme la musique électronique, où il n'y avait pas non plus forcément un retour sur investissement, Ouais, c'est ça. mais aussi pour moi une vitrine pour l'agence. Donc, ça permettait de se faire plaisir. Oui, et faut resituer qu'on est après les années 2000. Ouais. Quelle année? C'était 2010, 2010. le lancement du label. Ouais. Donc, après le chaos de la musique et la musique en ligne, on va dire, achat en ligne en tout cas.
faire exactement. des pochettes belles et investir, c'est ça à fond perdu, quoi. Oui, oui. En tout cas, oui. Bon, après, j'ai eu pas mal de chance. On va dire la chance du débutant. Parce que, voilà, je pense au premier titre qu'on a sorti sur le label qui est Each and Every Day avec des remixes de Rocco Rodamal, Hmm. qui est un très très bon ami à moi aujourd'hui et qui a été vraiment incroyable, qui a, qui a propulsé le morceau à un niveau en fait qu'on n'imaginait pas du tout et qu'il a vraiment défendu. C'est-à-dire que beaucoup auraient, je vais pas dire cachetonné, c'est un peu Hmm. péjoratif, mais en tout cas, se seraient contentés voilà, de leur cacher pour le remix et auraient ensuite laissé le morceau vivre sa vie. Lui a été assez incroyable. C'est-à-dire qu'on est allé à la Winter Conference l'année de la sortie à Miami Ouais. et il a été enfin, absolument génial. J'oublierai jamais ce qu'il a fait pour, à la fois pour le label et pour moi. Il m'a présenté tout le monde, justement, première rencontre avec Black Coffee à l'époque, avec énormément de labels, énormément de gens sur place. Et le morceau a été accueilli, enfin, le titre a été accueilli de façon assez incroyable. Et beaucoup en ont fait au retour de la conférence, justement, le titre phare de la conférence. Après, c'est assez subjectif, mais en tout cas, beaucoup l'ont mis en Ouais, avant, ouais, à tel point ça fait que partie c'est de ces morceaux qui ont été révélés à ce moment-là. exactement. C'était, je crois, l'année où Black Coffee lançait son Superman, je crois, si je me trompe pas. Donc, ça a été une belle époque. Et à ce moment-là, donc, je rentre à Paris et mon téléphone sonne et c'est Simon Dunmore, le boss de Defected, qui m'appelle et qui me propose de prendre le titre, de prendre une licence chez nous et voilà, de propulser le titre encore plus haut. Si les gens ne connaissent pas Defected, on peut dire que c'est la référence c'est Exactement. le label de musique house Voilà. internationale, mondiale, Exactement. quoi. C'était voilà, c'était major, un peu le statut d'une major en musique dans la musique électronique, quoi. C'était C'est le assez Graal. énorme. Ouais, c'était le Graal, exactement. Surtout que moi, avant de lancer le label, j'étais un grand fan. Il n'y avait pas une compilation d'Effected que j'achetais pas. Enfin, c'était vraiment la référence pour moi. Dès que j'étais à Miami, j'allais à leur soirée. Enfin, c'était vraiment, comme tu dis, le Graal. Et quand tu as Simon Dunmore qui décroche son téléphone et qui te propose pour ta première sortie de rejoindre Defected, c'est un peu ouais, Et- une opportunité qui se refuse pas. alors aujourd'hui, tu travailles comment? Tu continues à travailler avec Defected? Comment ça se passe aujourd'hui avec... Alors, on a enchaîné avec le titre, avec un titre avec Yas que j'ai coproduit, qui est sorti directement chez Defected, qui n'est pas passé par Anto Records. Et encore aujourd'hui, je suis en relation avec eux parce que Each and Every Day étant devenu un vrai classique, il y a régulièrement des Le, nouveaux tu... remixes qui sortent. Avec, voilà, on a eu Phoenix Omar qui a sorti un remix il n'y a pas longtemps sur Sandela, qui était à l'époque une filiale de Defected, qui aujourd'hui vole de ses propres ailes, mais en tout cas, à l'époque, c'était une filiale de Defected. Et Taxin aussi, qui est une des valeurs montantes, même plus maintenant aujourd'hui, de la musique électronique en Afrique du Sud. Donc, il y a eu ces remixes-là. Et à la rentrée, un nouveau projet qui me tient énormément à cœur, un remix de Da Capo, qui est aussi enfin, une star en Afrique du Sud et qui a fait vraiment un remix assez énorme. Les premiers retours sont incroyables. Et donc voilà, donc pour l'instant, c'est uniquement entre les mains de quelques DJ qui ont été sélectionné. sélectionnés et le 30 août, donc sortie officielle. Alors, je Voilà, vois avec ton rictus. c'est un peu un scoop parce que c'est Oui, la date, ça n'a jamais été annoncé. Donc voilà, c'est bah merci pour ce scoop. Je vois à ton rictus le grand plaisir que tu as. oui, parce que ouais, je suis très fier Ouais, je vois ça. de ce nouveau remix. Euh, alors, tu as eu, pour la petite anecdote, mais moi, c'est pas qu'une petite, mais en tout cas, l'anecdote, c'est que tu as découvert avant tout le monde une des personnalités qui fera The Voice. Oui, exactement. Bah, d'ailleurs, le chanteur de Each and Every Day, tu vois, ça a été, c'est pour ça que ça a été vraiment le point de départ. Ça a été quelque chose d'assez énorme, ce titre. Et de voir que, alors que dans la musique électronique, enfin voilà, la durée de vie des titres est assez courte, de voir que ouais, plus de 15 ans après, le titre continue
continue à vivre, continue à se vendre, continue à. Voilà, récemment, comme tu as pu le voir, on en parlait, a pu être joué par Black Coffee, continue à être joué par des gens comme Black Coffee. C'est assez énorme. Et donc, le chanteur de Each and Every Day, qui est, Akram Selkawi, a effectivement fait The Voice, tout comme son frère, Atef, qui a C'est fait un ça. passage marqué aussi. Des Donc, voix incroyables. Les deux frères, c'est des voix incroyable. Ah hallucinantes. oui, c'est béni des cieux parce que vraiment, c'est une capacité à faire passer des émotions et enfin quelque chose d'assez énorme. Et d'ailleurs, pardon, pour en revenir à Kram, Bono lui-même l'appelait The Golden Voice. Ouais. Il a ce truc, enfin voilà, c'est magique, ouais, c'est C'est un mélange de au-delà de la voix. belle voix. Ouais, une voix cristalline, mais orientale. Oui, et avec une puissance, et C'est avec ça. une émotion. Enfin Une moi, pureté, voilà, ouais. c'est pour la petite histoire, c'est grâce à mon épouse en fait que j'ai découvert Akram et la Jarkos Connection. Et je me souviens qu'on était à Ibiza justement une année et c'était à l'époque, on avait encore les postes CD dans les voitures et on n'avait rien de spécial à écouter. Mon épouse se met en double fil, rentre dans une boutique et ressort avec le CD de la Jarkos Connection. Elle me dit, il faut que je te fasse écouter un truc. Et là, elle me passe Each and Every Day, qui avait une première vie avant que je le ressorte avec les remixes de Roi Artistic Soul et de Rocco Rodamal. Et là, je me souviens avoir pris vraiment une claque monumentale. Je suis tombé amoureux de la voix d'Akram et de ce Mm. qu'avait fait la Percos Connection. Et je rentre à l'hôtel et je rentre en contact avec eux. Et voilà, ça a été le début de l'histoire. Et quand j'ai dû lancer le label, tout de suite, c'est venu comme une évidence. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose avec Each and Every Day, qu'on lui donne une seconde vie et qu'on développe de nouveaux remixes. Et ils m'ont donné, pareil, carte blanche, ils m'ont fait confiance. Merci à eux d'ailleurs pour ça. Et voilà, ça a été le début de l'aventure. Et aventure qui se prolonge parce qu'un autre scoop, Ah, je, je sors un titre très bientôt, le nouveau titre de la Jarkos Connection, une collaboration avec Philippe Paradis, l'ancien conjoint de Zazie qui a réalisé la plupart de ses gros albums. Et voilà, ils ont, avec une chanteuse qui s'appelle Vanessa Franker, et un titre, voilà, je fonctionne beaucoup au coup de cœur et à l'opportunité, c'est-à-dire que le label a été mis en sommeil pendant quelques temps. Et là, ils m'ont, pareil, à nouveau fait confiance. Ils m'ont envoyé la démo de ce titre et coup de cœur, vrai coup de cœur, à tel point que j'ai contacté Rocco Rodamal, qui a été un petit peu mon porte-bonheur et mon sésame dans ce milieu-là. Donc, Rocco m'a dit, il est tombé amoureux du titre aussi, m'a dit oui tout de suite. Dans la foulée, Manu, qui est un artiste que j'adore aussi et qui m'a fait le plaisir d'accepter tout de suite de remixer. Et de fil en aiguille, j'ai eu l'occasion de transmettre la démo à des amis comme Phoenix Omar, comme Anna Hayes, et pareil, tombé amoureux du morceau. Et spontanément, ils m'ont dit, est-ce qu'on peut le remixer? Donc bien sûr, là, tu refuses pas non plus bien sûr. quand des gens comme eux viennent te voir pour te dire, te proposer de remixer. Donc un grosse sortie pour très bientôt. Ah, que de projets. Ouais, non, c'est intéressant. Et bah, tu t'arrêtes pas là, hein, parce que bon, je pense que tu t'ennuierais d'avoir que ça. Tu lances une marque d'alcool. Exactement. Là aussi, un peu les hasards de la vie. Parce que toi qui me connais bien, tu sais que plus je suis pas spécialement au départ, enfin voilà, un grand consommateur d'alcool. Et donc c'est assez amusant que je me retrouve aujourd'hui à développer ma propre marque. Mais une très belle rencontre. En fait, il y a Romain Gallego qui est ambassadeur spiritueux pour le groupe Richard, qui lui connaît parfaitement bien le milieu des spiritueux. Vient me voir et me propose en fait de créer. Il avait identifié, voilà, on a commencé par un jean. Hmm, Il avait identifié un manque, enfin une vraie niche en fait inoccupée pour les jeans autour du poivre. C'est-à-dire que d'autres jeans utilisent le poivre. Là, on a décidé vraiment d'en faire la clé de voûte de notre d'accord. création avec un blend de 5 poivres rares qui apporte vraiment quelque chose de particulier. Bon, il faut que je fasse attention, moi, avec. Je suis pas en train de faire la promotion de De l'alcool, mais en tout cas, voilà, un consommer avec produit. modération, oui. Voilà, en tout cas, voilà, à boire avec modération, consommer avec modération, mais voilà, quelque chose d'intéressant. Et Romain est venu me voir et je me suis dit, là encore, que c'était un terrain d'expression pour moi qui pouvait être hyper intéressant.
parce qu'on a imaginé Mad Lord, parce que c'est la marque voilà, qu'on a Ouais, lancée, Mad Lord comme une marque artiste avec cette envie d'en faire plus qu'une marque de spiritueux, mais un terrain d'expression, là encore, pour les artistes, avec carte blanche aussi pour des artistes dans la vidéo, des artistes dans la musique, tout ça, pour vraiment d'accord. créer un environnement. C'est ce qu'on appellerait une marque premium? Oui, totalement. Oui, D'accord. totalement une marque premium qu'on a lancée il y a quoi? Il y a un mois à peine, et qui justement, je peux pas trop annoncer pour l'instant parce que les négociations sont en cours, mais de très beaux Avec une- établissements ont vraiment accueilli notre première création de façon assez incroyable. Et donc, bientôt à la carte de restaurants étoilés et de gros D'accord. groupes. Donc, voilà, on a l'occasion d'en reparler, de communiquer dessus sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, oui, un vrai bel accueil. Alors, Et Madland, donc, excuse-moi, oui, oui, et vas-y. justement, j'oublie personne parce qu'autrement, je vais vexer un de mes associés parce qu'on est Bien trois dans sûr. cette aventure. Et il y a Christophe Davoine, qui est meilleur ouvrier de France, barman, qui est aussi fait partie de notre équipe. Et donc, voilà, des profils très complémentaires, avec chacun une spécificité, et on s'apporte mutuellement. Et c'est une vraie belle aventure entrepreneuriale. Et voilà, on commence par un gin, mais demain, il y a aussi une vodka qui doit sortir, et voilà, d'autres spiritueux qui vont sortir sous le nom Mad Lord. Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais te poser comme question. À chaque fois, c'est Madlord Gin, Madlord Exactement. demain Vodka, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Avec un marqueur fort et que je pense qu'on va retrouver dans les différentes créations, c'est vraiment le poivre. On a voulu en faire, parce qu'il y a une telle richesse aromatique autour du poivre qu'on trouvait un peu le poivre sous-exploité. Il y a de très très belles choses à faire avec le poivre. Et c'est un univers très riche. Et voilà, donc je pense que c'est un des marqueurs qu'on retrouvera au fur et à mesure des créations Madeleine. Alors, tu avais travaillé l'ouïe, le goût et le regard. T'as Et c'est la raison. première fois que tu travailles le goût, c'est ça? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, oui, la première fois de façon aussi à grande échelle, on va dire, parce que Ok. j'ai eu aussi l'opportunité de travailler comme j'avais le groupe Bacardi Martini comme client à l'agence. Donc, j'ai eu l'occasion pour le groupe Bacardi Martini de développer le Food and Cocktail Pairing. Donc, c'était, pour ceux qui connaissent pas, c'est développer en fait tout un univers gustatif à travers des bouchées apéritifs, à travers des plats qui matchent, enfin qui collent vraiment au spiritueux lui-même. D'accord. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler avec Yoni Saada, qui est un très bon ami à moi et qui est passé par Top Chef, pour ceux qui s'en souviennent. Et on avait voilà, développé du pairing pour le groupe Bacardi Martini. Donc, ça a été il y a eu cette aventure-là, et il y a eu aussi avec le Plaza Athénée, avec le barman de l'époque, Thierry Hernandez, qui travaillait voilà, au Plaza Athénée. On avait aussi développé un concept pour Grey Goose avec lui. Donc il y a eu quand même des petits prémices avant de lancer Mad Lord. En tout cas, bonne aventure pour cette nouvelle marque. Et comme je disais, ça ne suffisait pas hein, dans tes occupations et dans cette réussite que je salue. Tu vas, alors ça doit être magique en tout cas, Ouais, vas travailler pour ou avec les Jeux Olympiques. ouais, avec Paris 2024, ouais. Ouais, Ouais, incroyable. Comment tu magnifique arrives à travailler avec opportunité. Paris 2024? Comment ça arrive? Comment tu... Vraiment, grâce à l'agence Kappa, et une fois encore, grâce à mon épouse, qui est Porte mon ange chance. gardien, vraiment, qui aussi bien pour la musique aujourd'hui pour ce projet-là. Elle a rencontré, voilà, de façon totalement fortuite, euh, une personne du groupe Kappa qui cherchait un directeur artistique freelance. Et donc, voilà, premier rendez-vous avec l'agence Kappa, ça se passe extrêmement bien. Et, euh, et derrière, voilà, l'agence me fait confiance. Je commence à collaborer avec eux, ça se passe extrêmement bien. Et un vrai plaisir de travailler, très belles équipes et plein de beaux projets. Et ils ont cette demande de Paris 2024, et j'ai la chance, voilà, l'agence Kappa pense à moi. Et c'est là que l'aventure a commencé. Et vraiment, merci à eux pour la confiance. Alors, explique ce que tu vas y faire. Qu'est-ce que tu vas faire Alors, pour les Jeux Olympiques, quoi, pour Paris 2024? alors
bon, je ne sais pas si vraiment je peux en parler parce que pour l'instant, voilà, ils n'ont pas forcément communiqué dessus, mais en tout cas, D'accord. pour résumer, je ne vais pas trop rentrer, tu Ok. m'excuseras, Non, dans non, mais les il n'y a pas de souci. détails, mais l'idée, c'est de voir un peu comment les JO de Paris 2024 vont être perçus depuis l'étranger. Donc, D'accord. là, ça va être un reportage photo qui va se dérouler sur 5 continents avec 5 photographes différents. Et je serai à la baguette voilà, diriger, enfin, voilà, pour diriger un petit peu les différents photographes et pour les orienter vers ce qu'il faudra capter en termes d'émotion, parce que voilà, l'idée, c'est de couvrir à la fois le côté, voilà, enfin, voilà, couvrir un petit peu la façon dont certains vont le vivre de façon plus intime, que ce soit chez eux ou dans des petits bars ou en même temps dans les fan zones, et vraiment capter l'émotion et capter voilà, la façon dont les gens vont vibrer et vont suivre chacun à son niveau et chacun dans son pays les JO 2024 à Paris. Donc enfin, un vrai beau projet qui me passionne. Et c'est toi qui sélectionnes les photographes? C'est ça. Non, enfin non, je dis malheureusement, c'est pas du tout malheureusement. Non, mais ça pourrait être. Non, mais Non, ça. parce que j'aime bien, voilà, Oui, c'est pour ça que je te parle de ça, parce que je connais j'en parlais tout à l'heure, la patte de Anthony Misil sur la photo, donc c'est pour ça que je te pose la question, en fait. tout à fait. Mais bien entendu, là, j'ai pas eu forcément la possibilité Oui, oui. de choisir, mais il y a d'extrêmement bons photographes en fait à l'agence Kappa. C'est-à-dire, je disais, je me suis un petit peu emballé en fait, pris par ce côté passionné qui me caractérise, mais parce que j'ai effectivement dans mon entourage Oui, des bien sûr. photographes avec lesquels j'apprécie énormément travailler, comme l'agence Artsfair, comme voilà, des gens comme Raph Wenig. Mais bien sûr, en travaillant pour l'agence Kappa, c'est un vivier extraordinaire aussi. Et même si, voilà, c'est pas moi qui ai forcément pioché parmi mon réseau habituel, Ouais. on a avec l'agence Kappa, c'est-à-dire j'étais pas seul, mais avec l'agence Kappa, sélectionné des photographes dans leur agence, mais qui sont des photographes avec lesquels je suis absolument impatient de collaborer parce que un talent monstre et une vraie identité, une vraie patte artistique. Et enfin voilà, je suis impatient de collaborer avec eux parce que je suis sûr qu'on va pouvoir vraiment faire un très beau travail ensemble. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir cette nouvelle aventure. Merci. On arrive au terme de cet échange, Anthony. Merci, Anthony Misil. Qu'est-ce que je pourrais dire? Un créateur, un amoureux de la pureté dans la photo, dans l'art. Voilà, je ne peux que saluer ce jeune homme qui a créé le GIGN et fait ses soirées du GIGN à Paris 2024. Non, Quelle merci carrière, beaucoup, Lionel. bravo, Merci à bravo. toi. Et avec ses C'est trop succès, ses gentil. tubes de musique électronique et ses touch capacité d'aller chercher des talents dans de nombreux domaines. Un Donc, grand merci, Lionel. Merci de bravo. l'opportunité. Merci pour l'invitation. C'était un plaisir. Et je te retourne aussi le compliment parce que je te suis depuis toutes ces années et un parcours aussi exceptionnel avec cette grande polyvalence aussi et ce besoin en permanence de créer aussi. Donc, très admiratif aussi de ton parcours et je te félicite également. C'est pas pour te retourner là, voilà, c'est pas pour te retourner les choses, mais en tout cas, voilà, j'apprécie énormément tout ce que tu fais et je suis avec attention depuis des années tout ce que tu fais. Merci, Anthony. C'est Bah, moi, à déguster pour peut-être à Dijon et peut-être dans d'autres villes bien de sûr. cette marque Mad Lord Gin, peut-être. En tout cas, Oui, c'est merci. prévu. C'est prévu parce que, excuse-moi, 30 Ouais, ouais, secondes. vas-y. Je me permets parce que comme on a beaucoup parlé de Dijon, je voulais dire que Madlord avait un vrai ancrage aussi bourguignon parce qu'on l'a développé avec la maison Gabriel Boudier. Et j'en profite voilà, pour les remercier parce ils nous ont vraiment portés, ils nous ont soutenus dès le début. C'était une longue aventure. Et voilà, donc il y a la maison Gabriel Boudier et on s'apprête à travailler aussi avec la maison Condinov qui est de la région. Donc voilà, il y a un vrai ancrage bourguignon parce que voilà, j'oublie pas tout ce que cette ville m'a apporté et c'était important pour moi de continuer voilà,
à faire, voilà, à travailler avec des acteurs locaux. Et si un grand hôtel dijonnais pouvait écouter cet échange et le mettre à sa carte, ben, ça serait pas mal. Ah, voilà. Ça serait effectivement avec grand plaisir. Merci, bravo Anthony. Merci à toi, Bientôt. merci Bonne Lionel, chance merci pour beaucoup pour 2024. l'invitation. C'est très gentil à toi, un grand merci.